Palladia est un jeu de VRPG célèbre pour sa liberté totale. Dans ce monde, des dragons et des monstres cruels surgissent des ombres. Ils propagent le massacre partout. Le chaos est total et les gens courent désespérément. Dans le ciel, le dragon rouge crache du feu. Cela transforme les maisons en un sillage de destruction et de cendres. Au milieu des décombres et des flammes dévorant la tour, une silhouette se détache en haut. Elle observe de près l'attaque de la créature ailée. Le jeune guerrier, en armure et manteau bleu, fixe l'horizon avec sérieux. Avec sa lance en main, il n'est pas du tout intimidé par le feu autour de lui. Il se prépare au combat. En tant que l'un des meilleurs joueurs, il connaît chaque détail de ce monde par cœur. La mission d'aujourd'hui est claire: abattre le dragon blanc adulte et garantir la récompense maximale pour ce défi. Il saute vers le ciel, tandis qu'une explosion massive détruit les structures en dessous. Dans les airs, le guerrier fait face directement à la grande gueule du monstre, prêt pour le coup final. Il crie avec fureur, jurant par le grand dieu Titan. Il enverra cette bête en enfer, tout en avançant avec sa lance. Mais le dragon ne reste pas en arrière. Il lâche une décharge de feu incroyable, recouvrant le ciel de flammes intenses. Le guerrier crie de douleur, en étant englouti par les flammes du monstre. L'impact est dévastateur, ne laissant qu'un sillage de destruction et de flammes là où le coup est passé. Le guerrier enfonce sa lance dans le sol. Une aura de feu colossale explose autour de lui. Le dragon rouge pousse un rugissement furieux, prêt à tout détruire. Avec un cri désespéré, le héros charge contre le corps massif de la bête. La collision provoque une explosion dévastatrice. Elle transforme le décor en un océan de feu et de débris. Tombé parmi les décombres et le feu, le jeune homme s'irrite en voyant que rien n'a fonctionné. « Merde, ça ne marche toujours pas !» Il grogne, épuisé. Une énergie pourpre sinistre émane de la créature géante qui s'approche devant le dragon colossal. Il accepte la défaite. « Il semble que j'ai encore parlé trop vite. Il ne me reste plus qu'à me déconnecter du jeu, dit-il, tandis que la bête avance. Il essaye de sortir, mais un message d'erreur brille à l'écran. Que se passe-t-il ? Pourquoi je ne peux pas me déconnecter ? Il crie en état de choc. Le dragon pousse un rugissement assourdissant, les yeux brillants d'électricité pure. Il panique devant l'écran d'erreur. Ne me dis pas qu'il y a un problème dans le système. Juste maintenant, il crie désespérément. La grande gueule de la bête s'ouvre devant lui. Il ne peut que pousser un cri de terreur. La patte colossale du dragon écrase le sol avec un impact dévastateur. Quelqu'un crie pour que tout le monde regarde le ciel. Quelque chose d'étrange se passe là-haut. La foule regarde le grand écran, choquée. Quelqu'un défie le dragon blanc, disent-ils. D'autres pensent que c'est juste une mission suicidaire. Au milieu de la rue, le jeune homme marche. Une aura numérique commence à envelopper son corps. Il reste silencieux, avec un regard sérieux concentré sur ce qui va arriver. Il fixe le grand écran et prévient que la prochaine fois, il mettra fin à cette bête. Il suffit d'attendre. Le jeune traverse la rue distraitement, sans remarquer le mouvement autour de lui. Un camion surgit à grande vitesse derrière lui. Le conducteur panique et pousse un cri de peur en sentant le danger. Les yeux brillants de bleu intense, des gouttes de sang tombent dans l'obscurité, créant des cercles dans une flaque rouge. Tombé dans la neige, entouré de sang, il se demande s'il est mort. Pendant ce temps, le système avertit qu'il a besoin de secours immédiat. Avec un œil ouvert, il se rend au sol. Irrité par cette voix électronique monotone qui apparaît encore, il ironise même. Il se demande si la société du jeu n'avait pas assez d'argent pour payer une doublure. Il se lève au milieu du sang et regarde autour de lui. Il réalise qu'il se trouve dans les champs de glace du Nord. La confusion l'envahit. Il ne comprend pas pourquoi il est encore à Palladia s'il a déjà fait le logout. Il pousse un gémissement de douleur et se tient la tête, ressentant un impact mental soudain. Des souvenirs d'un passé heureux surgissent. Des enfants jouent et un homme enlève un dans les airs par une journée ensoleillée. Des flashs d'un combat apparaissent. Un dragon attaque et un guerrier avance avec détermination. Sa tête éclate de douleur à cause de la mémoire d'Alvin Arian, un jeune d'une tribu isolée vivant reclus dans la glace. Le nom lui semble familier, comme celui d'un PNJ de mission. Il est choqué à l'idée qu'il pourrait être devenu une partie du jeu. Pour en avoir le cœur net, il ordonne au système d'ouvrir l'interface tout de suite. Il essaye de sortir du jeu, mais il reste coincé. En vérifiant les statuts, il remarque que ses attributs sont surréalistes, bien au-dessus de la moyenne de n'importe quel débutant de niveau 1. Alvin voit que ces chiffres ne seraient normaux qu'au niveau 2. Il ne comprend pas comment un jeune d'une tribu isolée peut avoir un modèle de personnage aussi puissant. Le talent appelé « remodeler le monde » attire son attention. C'est une compétence rare, qui permet de modifier les règles et la logique même de la réalité autour. Ce noyau est un trait de niveau SSR. Il est digne d'un protagoniste. Il se rappelle avoir déjà vu ce préfixe auparavant, brièvement, lors d'une mission défi du passé. Alvin est choqué par ce pouvoir.
Il remodèle le monde, peu importe qu'il se concentre sur la magie ou la force. Ce talent sera la base absolue de toute son évolution. Il réalise qu'il n'est pas un PNJ ordinaire. Alvin est le descendant du forgemestre des étoiles. Il est le boss final du raid de niveau 50. Ce boss est apparu lors de la 4e mise à jour du jeu. La chair est faible et l'acier est éternel. Il est le titan forgemestre des étoiles, Alvin Ariane. C'est l'être suprême capable de reconstruire la réalité elle-même. Les joueurs l'appelaient le roi brave corrompu. Une légende sombre qui devient maintenant sa nouvelle et terrifiante réalité. Alvin regarde ses propres mains, essayant de tout traiter. Il se demande s'il est vraiment devenu ce légendaire titan forgemestre des étoiles, mais la réalité frappe fort. Il crie qu'il n'est pour l'instant qu'un jeune barbare blessé. Il est totalement perdu dans la glace. Le monde est un chaos total. De nouvelles nations surgissent. Un conflit de 1000 tours apparaît de partout. Pour aggraver les choses, la terrible marée squelettique avance. Cela laisse entendre que le danger dans ce nouveau monde est constant. L'ascension à la chimie apparaît comme un jalon sombre et dangereux. Dans ce monde turbulent, des événements comme l'héritier de la calamité sont des expériences de mort imminente. Seuls les forts réussissent à survivre. Alvin refuse d'accepter la fin. Il veut vivre et ne peut pas admettre mourir de cette façon. Dans le jeu, c'est la mi-décembre et la marée blanche arrive. Maintenant, le défi est de survivre au froid extrême de ces champs de glace. Alvin est mal en point, à genoux dans la neige et saignant. Le froid et les blessures sont lourds, mais il continue à se battre pour rester conscient. Il n'accepte pas d'être un boss destiné à la défaite. Alvin va survivre au froid pour changer le destin. Il veut purifier sa lignée de titans. Cette purification est la clé pour atteindre le sommet. Il est à des kilomètres de la tribu. Il atteint la limite de ces champs de glace isolés. Le royaume d'Elrond est loin, mais il se souvient d'une cabane de chasseurs dans la forêt. Là, il doit y avoir le nécessaire pour sa survie. Le plan est d'éviter la marée blanche à son apogée, puis de suivre la route commerciale. Il doit trouver une caravane fiable pour faire du stop jusqu'à Linde, l'Empire central. Linde est où tout se passe dans le jeu. En arrivant là-bas, Alvin entre enfin dans l'histoire principale. Il prend connaissance des grands événements à venir. C'est là qu'il va retrouver la classe qu'il connaît le mieux de sa vie passée. Le chevalier alchimiste. C'est le chemin qu'il maîtrise pour devenir réellement fort. Cette classe est née lors de la révolution alchimique. Elle crée les armures les plus résistantes de toutes. Avec ce pouvoir, personne ne pourra abattre Alvin si facilement. Alvin entend un bruit étrange. Il y a du mouvement autour. Il reste attentif et se demande si quelqu'un est enfin apparu. Même blessé, il se traîne dans la neige pour voir qui arrive. Il se cache et observe avec attention, prêt à tout. Alvin remarque quelqu'un venant à cheval. Cela l'étonne, car personne ne passerait par ici, loin des routes commerciales, sans raison spéciale. Des silhouettes apparaissent à l'horizon glacé. Le son des galops indique que le groupe s'approche. Une femme en manteau blanc apparaît, montée sur une créature géante, avançant rapidement dans le paysage. Derrière elle, des chevaliers sombres aux yeux rouges et aux flammes bleues surgissent, armés et prêts. La femme essaie de changer de direction pendant que plusieurs flèches traversent le ciel. Elle regarde en arrière, sentant le danger mortel se rapprocher. Hook lancé. Les poursuivants ne donnent pas de répit et tirent avec leurs arbalètes. Ils avancent rapidement sur des montures aux flammes bleues. Alvin observe tout cela caché et prend un coup de frayeur. Il remarque quelque chose de très étrange. Il réalise que les chevaux ne dégagent pas de fumée dans le froid. Ce sont des montures mortes vivantes et silencieuses, typiques des nobles d'Arund. La femme en manteau blanc s'enfuit rapidement sur une créature ailée géante traversant la neige. Alvin la reconnaît enfin, c'est Fredia Goodsmith, la puissante impératrice du royaume magique d'Elrond. Alvin remarque qu'elle est encore seulement une princesse. Il conclut qu'il est avant 886, dans un monde d'épée et de magie, comme au Moyen-Âge. Par son expérience de vétéran, il constate que le niveau de ses 3 poursuivants ne dépasse pas le tiers 2. Avec cela en tête, Alvin comprend qu'il n'y a qu'une seule réponse possible maintenant. Il s'enfouit dans la neige pour avancer sans être vu. Il devrait la prendre vivante. L'autre répond directement « Pas besoin, l'ordre est de tuer ». Les chevaliers visent la fille qui s'enfuit désespérément dans la neige. Une main jaillit du sol et surprend un des poursuivants. En plein vol, Alvin saisit la patte du cheval avec force, interrompant l'avancée ennemie. Le chevalier est effrayé par le choc et crie, ne comprenant pas ce qui se passe. Alvin fait tomber le cheval avec tout son poids. Cela fait perdre l'équilibre à l'ennemi dans la neige. Le système indique que le mode berserk a été activé. La force d'Alvin a augmenté de 4 points. Le soldat remarque la présence d'Alvin et crie qu'il y a quelqu'un là. Alvin devient furieux. Il crie qu'ils ont vraiment eu le courage de toucher sa monture. L'ennemi est sous le choc, totalement sans réaction en voyant l'attaque arriver si rapidement. D'un mouvement brusque, Alvin attrape l'adversaire de toutes ses forces. Alvin confirme ses soupçons. Ce sont ces déchets d'Elrond, connus sous le nom de chauve-souris.
L'ennemi crie, désespéré, ne comprenant pas pourquoi il n'arrive pas à toucher l'oiseau de monture, avant de pousser un gémissement de douleur alors qu'Alvin immobilise la cible. Les autres cavaliers avancent à toute vitesse, criant des ordres pour le tuer immédiatement. Alvin utilise l'adversaire comme bouclier. Cela fait que les alliés de l'homme touchent leurs propres compagnons par accident. Quel faux pas! Alvin remarque que la résistance de cette race sanguine est bizarre. Même de niveau bas, il ne meurt pas facilement, même avec des organes dévastés. La monture d'Alvin est à bout de souffle, épuisée et haletante pendant la fuite. La fille s'enfuit sur l'oiseau, blessée par des flèches et presque tombant. Le chef ordonne à son subordonné de tuer la princesse. Il dit qu'il s'occupe lui-même d'Alvin. Comme un otage, le subordonné tente de s'excuser, mais le chef l'humilie. Il dit qu'il est honteux qu'un noble de la nuit soit contrôlé par un barbare de bas niveau. Alvin fait tomber l'adversaire avec un coup brutal. Le chef encapuchonné est complètement sous le choc. Le système révèle les classes. Le chef est un buveur de sang de niveau 2, pendant que l'autre est juste un choisi de niveau 1. Alvin analyse la situation. Un buveur de sang de niveau 2 dirigeant 2 subordonnés de niveau 1. Il sait déjà avec qui il a affaire. Sans perdre de temps, Alvin charge à fond pour l'attaque finale, décidé à en finir avec la race du chef ennemi maintenant. Le chef attaque rapidement, ordonnant aux barbares de sentir la vitesse de la race sanguine. Alvin se prépare contre cette rapidité. Il ne peut pas se permettre d'hésiter. Alvin sent une coupure sur son visage. Il admet que l'attaque était vraiment dangereuse. Alvin bloque le bras de l'ennemi et défie. « Tu veux voir comment il va utiliser l'épée maintenant ? Maintenant, c'est son tour. » Alvin prépare un puissant coup de poing pour mettre fin au combat. L'homme est totalement en état de choc. Il ne peut pas croire ce qui est sur le point d'arriver. Alvin donne son coup de poing et frappe à plein droit. L'impact est brutal et envoie l'adversaire directement au sol. Alvin admet que la résistance du mode berserk l'a sauvé. S'il ressentait toute cette douleur maintenant, ce serait insupportable. Il se moque, demandant si les nobles du royaume magique sont tous ainsi. Sans aucune expérience réelle du combat, la blonde soulève une énorme pierre et avertit l'étranger de ne pas sous-estimer les plébéiens d'Elrond. Elle est furieuse et prête à écraser l'homme à terre, sans pitié. Elle abat la pierre avec force. L'impact est violent et le sang gicle de partout. Voyant la brutalité, Alvin lève les mains et retire ce qu'il a dit. Il admet s'être trompé sur leur manque d'expérience. Alvin pointe sur le côté et prévient que son oiseau monté ne va pas survivre. La bête est en très mauvais état, tombée dans la neige. Désespérée, elle court dans la neige, criant le nom de Filori. L'oiseau géant est très mal en point, à terre, avec le regard presque éteint. Elle embrasse la tête de l'oiseau avec beaucoup de tristesse et l'appelle à nouveau. Filori pousse un gémissement très faible en recevant un dernier caresse. Elle fait ses adieux à son partenaire et ami, souhaitant qu'il repose en paix. Tout en l'enlaçant dans la neige, le jeune homme aux cheveux argentés observe tout en silence, respectant le deuil de la fille. Au milieu de la tempête de neige, elle remercie pour l'aide et se présente avec un nom imposant. Mais elle dit qu'il peut l'appeler simplement Freya. Il admire son apparence et pense qu'avec un tel look, il est logique qu'elle soit si célèbre ici. Se rendant compte de son regard, elle demande avec méfiance ce qu'il fixe autant. Un peu mal à l'aise et nerveux, il change de sujet, disant qu'il vient de se souvenir d'une chose très importante. Il s'approche du corps dans la neige et laisse Freya totalement confuse par son attitude. Souriant, il commence à collecter le butin et dit que tout cela vaut beaucoup d'argent. L'homme crie de douleur pendant que le sang gicle avec une lame menaçante à ses côtés. Freya demande aussitôt quel est son nom et d'où il vient. Il répond calmement qu'il s'appelle Alvin Narien et qu'il est un autiste. Surprisée, Freya demande s'il est le fameux premier fils béni. Alvin est surpris qu'elle connaisse l'ancienne saga. Elle explique qu'elle a appris les bases à la bibliothèque de la capitale. C'est l'origine de la langue Chuma. Il lui demande qui ils sont. Pourquoi était-il poursuivi? Alvin sent qu'il doit en apprendre davantage sur cette partie de l'histoire. Elle révèle qu'elle est la première princesse d'Elrond. Même si elle sait que c'est difficile à croire, elle raconte qu'elle a été victime d'une tentative d'assassinat en route pour sa graduation de l'Académie royale. Alvin trouve étrange qu'elle se trouve dans les champs de glace. Cet endroit est à plus de 100 km de la frontière d'Elrond. Elle explique qu'elle a dû fuir si loin. C'était pour éviter la véritable embuscade. Elle mentionne Hondo, le royaume magique célèbre pour ses magies de modification et de nécromancie. À cause de cela, le gouvernant est connu comme le roi démon. Au début, ils étaient de nombreux maîtres en médecine, mais ils ont été expulsés par les religieux. Ils ont été contraints de migrer vers les terres arides du nord de Palladia. Pour survivre aux monstres, ils sont devenus des mages rouges et des moines de la chair. Ils ont maîtrisé des techniques avancées de modification corporelle. Enfin, la profession qui joue vraiment avec les os et les âmes est apparue, le nécromancien. Ils ont créé un rituel capable de remodeler le corps humain, le Rito Secreto d'Elrond. Depuis, les Elroniens sont devenus le groupe le plus excentrique du monde. Personne ne sait ce qu'ils cachent derrière leurs apparences bizarres.
Contrairement à la noblesse, les plébéiens subissent des modifications bon marché. Ils deviennent des démons inférieurs, comme des paysans fusionnés avec des bœufs ou des gorilles. Qui aurait cru que cette princesse rêveuse lancerait un jour une révolution glorieuse? Elle essaiera de briser ce système de classe. Mais, malheureusement, à la fin, le jeune aux cheveux blancs demande ce qu'elle voulait dire par la vraie embuscade. Elle explique que l'attaque à l'académie n'était qu'une distraction. C'était pour l'obliger à fuir vers la capitale, là où l'armée ennemie l'attendrait sur le chemin. C'est pourquoi elle s'est séparée de tous et a pris le détour par les champs de glace du nord. Elle espérait rencontrer moins d'ennemis ici. Là, elle serre fermement sa cape. Elle admet qu'elle pensait pouvoir tout gérer seule. Le jeune pense qu'il ne s'attendait pas à ce que la future reine de sang, le roi démon, ait un côté aussi innocent. Elle demande s'il écoute encore et le jeune confirme. À ce moment-là, il lui demande si elle veut savoir qui a envoyé les tueurs. Elle réagit avec surprise, désireuse de connaître la réponse. Il saisit le tueur tombé par le capuchon. Décidé à obtenir des réponses, le jeune homme soulève l'homme blessé. La princesse observe, confuse, elle ne comprend pas le plan. Directement, il demande combien de personnes à Elhome maîtrisent les rituels de modification de la race de sang. Elle explique que 12 familles nobles sont contre les plébéiens à l'académie, mais elle doute qu'ils en arrivent à tuer la royauté. Il regarde l'homme à terre et dit franchement. Elle oublie un groupe très important dans cette histoire. Curieuse, la princesse ne perd pas de temps. Elle demande de qui il parle. Il révèle qu'il s'agit des nécromants. Il se moque même de l'assassin, disant qu'il feint bien d'être mort. L'assassin ne dit rien. Il observe tout en silence, avec un regard tendu. L'homme tombé dans la neige rit. Il admet qu'il ne s'attendait pas à être découvert. Il révèle son visage bizarre de cadavre, laissant tout le monde sous le choc. La blonde analyse ses techniques. Elle réalise qu'elle fait face à un mage d'élite de la faction de nécromancie. Elrond, le nécromant, fait l'éloge de l'intelligence de la princesse Antonia. Il rappelle qu'elle a été la première génie à se former avec honneur au sanctuaire. Le nécromant claque des doigts. Il révèle qu'il n'a qu'un seul plan de secours, aidé par les exaltés. Il rit et dit qu'ils auraient même pu s'échapper. Pendant que des cercles de magie noire apparaissent sur le sol autour de lui, le corps du vilain commence à se déchirer violemment dans une transformation bizarre et dégoûtante. Plusieurs yeux et bouches émergent de la chair vivante. Cela complète une fusion d'horreur pure. La transformation se termine en un géant bizarre, avec des muscles exposés et des yeux brillants. Il exhale une vapeur sinistre en marchant dans le sang. Le vilain dit qu'il n'a pas encore tué. Il veut répandre la miséricorde de son maître. Il admet qu'il ne souhaite pas éliminer un jeune si talentueux de ses propres mains. La jeune fille observe la scène, inquiète. Elle ressent le danger réel venant de cette créature colossale. Le guerrier lui demande de ne pas avoir peur. Il décide qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse avec l'ennemi. Le jeune homme demande si ce gars n'est qu'un niveau 4. Le masqué confirme. Il dit qu'en dépit de son âge, il a suivi le chemin de l'épée flamboyante. Il admet qu'il y a toujours une lacune pour les êtres parfaits. Il lui demande si le garçon pense vraiment qu'il peut le vaincre. Le héros sourit et dit que ce n'est pas du tout ça. Il était juste curieux. Il s'approche de son allié et touche sa taille, tandis que le vilain observe de loin le barbare. Il demande si l'ennemi a oublié que son peuple a la capacité d'agir rapidement. En s'enfuyant, portant son allié, il saute loin à grande vitesse. Il fait un petit signe moqueur au mage couronné. Le vilain s'agace, ne comprenant pas comment le garçon a découvert que le général squelette n'était pas encore totalement calibré. Furieux, il fait une dernière promesse de vengeance. Il ordonne au petit barbare d'attendre son retour. Le général squelette se tord, tandis que sa forme bizarre commence à changer. Le monstre régénéré rugit de colère et ordonne de chasser les fuyards immédiatement. Le vilain crie qu'il ne va pas fuir, mais le barbare rit et révèle la vérité. Un niveau 4 n'est rien à côté de lui. Des tirs d'énergie verte traversent le ciel tandis que le héros s'enfuit avec la fille sur le dos. Des explosions vertes touchent tout autour. Le monstre rouge les poursuit et exige de savoir qui il est. Il veut comprendre comment il connaît tant de choses sur la nécromancie. Le héros jette un coup d'œil sur le côté et répond qu'il n'est qu'un barbare de passage. Et le vilain avance, furieux, et crie pour qu'il emporte ses secrets dans la tombe et meure une fois pour toutes. Le monstre fait appel à un tout ou rien. Il prépare la mort de type diffusion suprême, concentrant un pouvoir vert bizarre. Son visage de squelette est un pur terror, tandis que l'énergie verte grésille, prête à tirer. En panique, la fille hurle que c'est le terrible doigt de la mort. Le héros saisit la fille et lui ordonne de ne pas bouger, tout en s'enfuyant à grande vitesse. Elle est indignée par son manque de manières et crie où il pense qu'il la touche. Dans le ciel, le monstre libère une explosion de lumière dévastatrice, couvrant tout avec son pouvoir mortel. Le barbare saute au loin, avec la fille sur le dos, tentant d'échapper à l'impact final. Le héros commence un compte à rebours mental, calculant que le pic d'énergie sera atteint dans seulement 4 secondes.
Il sort une arbalète pliante légère et crie que l'adversaire est trop lent, tandis qu'il prépare un contre-attaque avec un tir précis. Le projectile vole à grande vitesse, coupant l'air en direction de la cible. L'attaque frappe de plein fouet la bouche du monstre, causant une explosion d'énergie dévastatrice. À l'impact, l'explosion est bizarre et déchire la créature, envoyant des morceaux dans toutes les directions. Le corps du monstre s'effondre au sol enneigé. Faisant du bruit, à l'impact, le héros regarde la bête vaincue. Il dit qu'ils sont enfin en sécurité. Ne comprenant rien à cette folie, la blonde demande, confuse, ce qui s'est passé. Le monstre rouge, entouré d'éclairs, reconnaît le bon coup. Il prévient qu'il se souviendra du garçon. L'histoire se concentre maintenant sur la capitale d'Elrond, Evanmoor. Sous une pluie incessante, dans les appartements du roi démon, au palais du printemps, une personne aux cheveux roses court dans les couloirs. Le jeune homme traverse rapidement le hall luxueux. Il garde le regard fixé sur ce qui arrive. Il informe son père que la sœur royale a disparu. Personne ne sait où elle se trouve pour le moment. Il s'agenouille et demande à diriger les Chevaliers d'Argent dans une mission de recherche et de sauvetage. Le père refuse. Personne ne sort d'Evamore tant que le fils n'a pas pris le trône du roi démon. Le jeune homme est choqué. Il a toujours pensé que sa sœur serait l'héritière légitime du trône. Le père explique que Evamore ne peut sombrer dans le chaos. Cela pourrait s'effondrer à tout moment. Il n'y a toujours pas de nouvelles de la sœur. Il insiste sur le fait qu'Elone a besoin d'un successeur prêt à prendre le trône immédiatement. Le jeune homme baisse simplement la tête. Il dit qu'il comprend ce que son père a dit. Il sort de la chambre avec un air lourd. Il cache ses émotions en laissant le père derrière lui. Le roi pousse un soupir lourd, révélant toute sa fatigue et son inquiétude. Devant le portrait de la famille, le roi déplore la disparition de Freyda, sa fille bien-aimée, sans savoir où elle pourrait être. Une explosion frappe les montagnes glacées. Cela change le décor avec un impact absurde. Le jeune aux cheveux blancs est choqué par la disparition soudaine. Il se plaint qu'ils n'ont même pas prévenu qu'il reviendrait. La blonde fixe le jeune homme avec méfiance. Elle demande qui il est vraiment, laissant le jeune homme surpris. Il répond, avec le plus de calme possible, qu'il est juste un barbare. Elle l'appelle menteur, disant que les vrais barbares se font appeler hommes du Nord et détestent ce terme. Elle questionne encore comment un barbare sait tant de choses sur la magie, surtout sur la nécromancie obscure. Le jeune lui ordonne de s'arrêter. Il dit qu'il ne peut pas révéler la véritable raison. Il suggère qu'elle fasse semblant que quelqu'un a tout chuchoté à son oreille. Même si elle n'aime pas les menteurs, la blonde décide de faire un effort. Elle accepte son excuse pour l'instant. Elle serre le tissu de sa jupe avec fermeté, changeant sa posture pour quelque chose de plus sérieux. Se révélant comme la plus vieille princesse, elle le remercie formellement pour l'aide reçue de sa part. 2 fois de suite, elle assure, avec un sourire, la famille Goodsmith va sûrement rendre le service pour tout ce qu'il a fait. Mais, en se déplaçant, sa jupe remonte. Cela crée une atmosphère. Devant le jeune homme choqué par la scène, il finit par crier « Blanc ». Il révèle sans le vouloir la couleur de ce qu'il a vu. Elle entre dans une panique totale. Il essaye de baisser sa jupe rapidement. Il crie pour qu'il ne regarde pas. Le jeune homme tente de s'expliquer, bredouillant. Il dit qu'en fait, il parlait d'autre chose. Il pointe vers l'horizon et crie à propos d'une grande vague blanche. C'est une marée blanche qui arrive. Il la prend sur son épaule d'un coup. Elle reste complètement perdue. Il court aussi vite qu'il peut. Il crie désespérément pour qu'il s'enfuit d'ici. Le vent souffle fort sur la petite cabane. Elle est isolée au milieu de la neige. Dans la chaleur des flammes, un chaudron bout et dégage de la fumée sans arrêt. Le jeune homme aux cheveux blancs et la jeune fille blonde mangent ensemble pour reprendre des forces. Il demande comment elle comptait gérer les 3 vampires si lui n'était pas apparu. La blonde montre un collier doré avec des fleurs. Elle lui demande de jeter un œil à l'objet. Il s'inquiète en voyant le parchemin de gemmes. Il dit que cela détruirait les vampires dès le premier round. Elle remarque qu'il s'y connaît et demande s'il sait pourquoi les nécromants ont planifié ce meurtre. Il répond qu'il est difficile de savoir. Mais il suggère d'analyser qui sortirait gagnant si elle mourait. Elle baisse la tête et dit que le coupable pourrait être son propre frère, Otto. Il est surpris. Il demande si c'est ce prince aux cheveux roses qui s'habille en femme. Il l'avertit de ne pas se tromper. Si elle meurt, le prince semblerait vainqueur. Mais la réalité est différente. Elle acquiesce et dit que l'autre n'aurait pas le courage même s'il buvait une bouteille entière de vodka. Il explique que le roi démon est malade. Si Otto prend la relève, la lutte entre factions s'aggrave. Ceux qui gagnent contrôlent plus de ressources. Elle est choquée et demande s'il parle de la faction des nécromants. Déterminée, elle se lève et annonce qu'elle doit rentrer chez Eva Amor immédiatement. Le jeune homme aux cheveux blancs l'avertit. Si elle sort de la maison maintenant, la marée blanche la transformera en statue de glace en seulement 30 secondes. Elle rétorque, disant qu'elle ne peut pas simplement rester là, à les regarder détruire Elrond. Il explique que la marée dure 3 jours. Personne ne bouge pour les nécromants. Elle est en vie, et connaître la vérité est la plus grande menace pour leur plan.
Elle fixe Alvin et demande si le fameux barbare ordinaire a une suggestion sur ce qu'ils doivent faire. Alvin sourit et dit que rentrer vivante à la capitale est son premier pas vers la victoire. Elle est surprise par cet encouragement et semble enfin prendre une décision importante. Elle affirme qu'elle a besoin d'un chevalier à ses côtés pour empêcher la conspiration des nécromants au nom du futur 43e roi démon d'Elrond. Elle tend la main et propose un contrat avec Alvin. Alvin refuse la proposition. Il dit qu'il a beaucoup de choses à faire et qu'il ne peut pas rester à Elrond trop longtemps. Il explique que, pour la royauté de Goodsmith, un contrat est quelque chose de sacré. Une fois signé, il doit être respecté jusqu'à la mort. Elle affirme qu'elle ne peut pas rester immobile pendant que les nécromants trament leur plan. Alvin comprend la gravité de la situation. Sans terre ni titre à offrir, elle propose qu'il soit son chevalier noir, offrant sa propre personne comme unique paiement. Alvin s'étouffe presque avec la proposition. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi directe. Il refuse et dit qu'il a sa propre mission. Alvin suggère un rituel secret en échange, choqué par l'avancée de la princesse. Elle accepte de faire le rituel quand elle aura récupéré sa mana, mais elle prévient qu'il doit choisir le type et préparer les matériaux à l'avance. Alvin s'éloigne pour masquer l'ambiance tendue, et la princesse le suit de près. Il dit qu'il est difficile d'expliquer seulement avec des mots. Il décide d'essayer de se souvenir. Des étincelles bleues commencent à apparaître dans sa main. L'énergie mystique enveloppe ses doigts, réagissant à son commandement. Il active son talent noyau, remodelant le monde. Un énorme cycle magique brille intensément derrière lui. En touchant la lumière, l'environnement vibre avec une puissante statique. Alvin ressent les souvenirs de l'ancien propriétaire du corps. Son génome titan devient beaucoup plus clair maintenant. Il garantit qu'il n'a pas oublié la mission de découvrir toute la vérité derrière le village brûlé. Wukt. La scène coupe au champ de glace du nord, se concentrant sur la cabane isolée d'un chasseur. Une femme blonde perçoit l'énergie et se demande ce qui se passe. La femme remarque que le rituel peut créer des guerriers de niveau 3 en masse, mais Alvin demande s'il y a un problème avec ça. Il explique que les matériaux sont sur le marché noir. La seule chose vraiment difficile à trouver est le sang de dragon. Elle le tient et demande s'il veut vraiment arrêter la guerre, car cette méthode n'a pas été créée pour apporter la paix. Alvin dit que le pouvoir en soi n'est ni bon ni mauvais. Il se souvient qu'elle est seulement une érudite, pas un roi démon. Elle observe Alvin en silence. Elle réfléchit à ce qu'il a dit. Elle jure par le sang de la lignée Gosmith qu'elle ne révélera ni n'utilisera le projet sans la permission d'Alvin. Alvin dit qu'il n'a pas besoin d'autant de sérieux, mais elle prévient que dans 3 jours, ils chercheront les matériaux à Flandre. 3 jours plus tard, il arrive à Flandre. C'est une ville commerciale du roi démon qui est libre du contrôle de la noblesse. Un démon avec des cornes de taureau crie de faire place en tirant une charge. Alvin observe le mouvement depuis la voiture. D'autres démons bruts travaillent dur, portant des structures à travers les rues animées de Flandre. Alvin reconnaît ces démons de bas niveau du jeu, mais il sent que les voir en personne est une expérience totalement différente. En voyant l'échelle de tout, il réalise la vérité. C'est un monde réel, et pas seulement un rêve. La jeune blonde ouvre le rideau de la voiture et annonce avec enthousiasme qu'ils sont enfin arrivés. Alvin descend du cheval et attend tandis que la jeune sort de la voiture devant les grands bâtiments en pierre de la ville. Remarquant la distraction d'Alvin, la jeune femme demande ce qu'il regarde tant dans cette rue animée. Salven garde son attention et avertit sa compagne d'être prudente. Il sent qu'ils sont surveillés. La blonde s'inquiète et demande s'ils ont déjà été découverts en marchant dans la rue bondée. Alvin dit que la situation n'est pas si grave. Il reste calme tout en observant la ville. Il remarque que les déguisements de ces personnes sont trop évidents. Ils servent juste d'appât pour cacher de vrais professionnels. Alvin admet qu'il ne peut pas la protéger maintenant, mais le marché noir est la seule option. Elle demande bientôt comment ils peuvent y entrer. La jeune montre un petit sac avec quelques pièces d'or et s'inquiète. Elle craint que l'argent ne soit pas suffisant. Alvin lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui garantit que Mimir lui racontera tout ce qu'il doit savoir. Il continue à marcher en silence dans les rues de la ville. Les pigeons se rassemblent près d'une fontaine pour picorer les grains au sol. Dans la place, ils entendent qu'un sac de nourriture coûte seulement une demi-monnaie de cuivre. En marchant, Alvin commente que, à minuit, l'esprit de quelqu'un est souvent plus clair. Un homme avec un chapeau et une cicatrice marquante sur le visage les observe d'un regard très sérieux. Alvin s'arrête devant l'inconnu, qui demande immédiatement qui il est. Alvin appelle l'homme Garm et utilise des codes du jeu concernant le Rio Boy et les portes de Rio, ressentant même une certaine nostalgie. La jeune fille blonde est confuse par le discours d'Alvin. Elle se demande si tout cela a un rapport avec le marché noir. L'homme veut savoir qui il est et prévient que sans l'indication d'un batelier, aucun novice n'entre sur le marché. Même en tant qu'alchimiste respecté, Alvin ne se laisse pas s'intimider par la barrière et demande ce qui arriverait s'il était en fait le messager d'Hermès.
L'individu répond que cela dépend du poids de la charge qu'il porte, mais se moque en disant que le fardeau d'Alvin ne semble pas être grand-chose. Alvin dit la vérité et explique que l'individu a tout compris de travers. Il révèle qu'il n'est pas un marchand. En activant le noyau de remodelage du monde, une intense lumière commence à transformer ce qu'il tient. La lumière révèle une imposante bague dorée, ornée d'une gemme rouge et de plusieurs runes gravées. Avec la bague dans la paume de la main, Alvin demande si la situation est maintenant résolue pour qu'il puisse passer. L'homme est complètement choqué en voyant la bague, sans pouvoir prononcer un mot. L'individu s'incline en demandant pardon, surpris qu'il soit un alchimiste. Alvin dit qu'il préfère des vêtements simples pour ne pas attirer les regards en voyage. Le groupe avance par l'entrée de pierre, passant sous la surveillance des gardes en armure. Le garde souhaite la bienvenue dans la rue de la nuit, traitant Alvin avec respect et garantissant qu'il trouvera les marchandises qu'il cherche. Alvin observe tout avec attention, gardant le focus sur ce qui va venir. La rue de la nuit est énorme, avec des bâtiments dans la caverne et des torches illuminant tout. Le guide explique qu'il y a un homme qui recrute des alchimistes là-bas et que la rémunération est assez généreuse. Il suggère qu'Alvin entre et attende un peu, puis prend congé. La jeune fille blonde trouve la situation étrange et demande s'il n'y a pas d'alchimiste dévoué sur le marché noir. Alvin explique que presque personne ne veut s'impliquer dans l'illégal, mais pour lui, si l'argent est bon, ça vaut le coup. Le vieux Jabba arrive en s'excusant pour le retard. Pendant qu'Alvin dit qu'il n'a pas besoin de tant de formalités, Jabba est impressionné. Il demande avec quel maître Alvin a appris à devenir un alchimiste si jeune. Alvin raconte qu'il a été apprenti d'Edward Elric dans une fédération très lointaine. Il a terminé son apprentissage il y a peu de temps. Maintenant, il voyage à travers le continent pour acquérir de l'expérience. Il active son pouvoir de remodeler le monde. Il transforme la tasse en visage de Jabba. Le diable est choqué. Il crie qu'il n'a jamais vu une alchimie aussi impressionnante de toute sa vie. Le vieux traite Alvin avec respect. Il l'invite au 2e étage pour faire l'évaluation. Le groupe monte les escaliers vers le 2e étage pour commencer l'évaluation d'Alvin. Le diable dit de ne pas s'inquiéter pour le paiement. Il ne veut pas déranger leur travail. La jeune femme dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'Edward Elric. Alvin explique que c'est normal. Le maître vient d'un livre de chevalerie. Elle est choquée. Elle demande si les techniques d'un livre de chevalerie fonctionnent vraiment dans la pratique. Alvin prévient que le paiement ne sera pas inférieur à 1000 livres d'or. Il demande une liste de matériaux de base à utiliser comme partie de l'abattement. La jeune femme demande comment il prévoit d'évaluer l'équipement. Elle veut savoir s'il va continuer à utiliser le nom d'un maître pour tromper les autres. Alvin sourit. Il dit qu'il a ses propres méthodes. Il active une interface brillante appelée Reformateur de monde. 2 heures passent. Alvin remet le papier et informe Saint Jabba que l'évaluation est terminée. Il demande que les articles de la liste soient préparés rapidement. Le diable remercie et promet d'apporter les matériaux et l'argent au laboratoire de l'association avant le coucher du soleil. La jeune femme confirme simplement qu'elle a compris les instructions. Le vieux diable se dit au revoir en disant qu'il va devant. L'homme au chapeau est tendu. Il ne comprend pas pourquoi ses jambes tremblent tant juste en voyant la servante en colère. Elle semble être une simple servante. L'assistant murmure qu'Edward Elric vient des champs de glace. Il lance le doute dans l'air. Ce visiteur est-il vraiment ce qu'il pense ? Le maître ordonne d'informer le chef tout de suite. Il a compris que ses invités ne sont pas simples. Le subordonné confirme qu'il va exécuter l'ordre. L'homme au chapeau est perturbé d'être en train de trembler. Il ne comprend pas comment une simple servante peut avoir cet effet sur lui. Ça fait tellement peur. Juste en tirant la tête, Lassa dit la vérité. Les cibles recherchées sont un homme et une femme des champs de glace. Tout indique qu'ils sont les mêmes invités. Le maître demande d'avertir le chef. Sur le champ, il a compris que ses invités sont dangereux. Le subordonné s'affole déjà pour passer le message. La destination est maintenant le siège imposant de l'association des alchimistes. L'homme au chapeau déplore que même le fameux Jabba, avec toute sa moralité, ne parvienne pas à trouver le sang de dragon qui a disparu. La blonde ne perd pas de temps et commence déjà à sortir son épée décidée à agir. Il comprend ce qu'elle s'apprête à faire et demande, tout inquiet, si elle envisage vraiment de poursuivre ce plan. Même en sueur, elle appuie la lame contre sa peau et laisse le sang s'écouler. Elle positionne le flacon et commence à collecter son propre sang à travers la coupure. Elle montre le flacon et demande si cette quantité est déjà suffisante. Le jeune homme au chapeau, incertain, demande ce qu'il doit faire maintenant. Juste après, un livre noir est frappé avec force sur la table. Elle prévient qu'elle a besoin de temps pour se préparer et lui suggère de profiter de ce moment pour apprendre le dictionnaire, puisqu'il ne parle pas la langue. Enlevant son chapeau, il lui demande si elle est en train de discriminer les barbares avec ce commentaire. Sans perdre de temps, il s'installe confortablement sur le canapé et commence à lire le livre avec attention. Mais rapidement, il pousse un cri de surprise en remarquant quelque chose d'étrange sur les pages. Elle commence le processus, canalisant l'énergie d'un cristal bleu vers le flacon. Concentrée, elle transpire tandis qu'elle contrôle la magie avec précision.
Le jeune homme admet que sa technique est si bonne qu'elle le fait, lui, un ancien alchimiste, se sentir inférieur. 3 heures passent pendant que la bougie brûle. Pendant la longue préparation, le cercle magique brille intensément alors que le liquide vert termine de réagir dans le récipient. Soulagée, elle essuie la sueur et dit qu'il lui a fallu 3 heures. Elle sent que ses compétences ont régressé depuis qu'elle a quitté la ville des 1000 tours. Le jeune homme admet que c'est sa première fois avec ce type de magie. Inquiète, elle demande s'il ne devrait pas tester avant de l'utiliser directement. Il sourit et dit que tout va bien car il a totale confiance en ses capacités. Le taux de réussite atteint 200%. Cela signifie qu'en échangeant les matériaux contre des éléments de haut niveau, le plan du rituel a été totalement optimisé. Il pose sa main sur son épaule et lui assure qu'il n'y a aucun problème. Le jeune homme lui demande de lui faire confiance et, surtout, avoir confiance en soi. Préparé pour ce qui vient ensuite, le jeune retire sa tunique. Il révèle qu'il est prêt à commencer la procédure. Avec tout prêt et un regard déterminé, il annonce qu'il est temps de commencer. Effrayée, elle se couvre le visage et demande ce qu'il fait. Le jeune lui demande de tourner le visage. Il se positionne pour le début du rituel. Elle commence la procédure et récite le sort « Vie fausse à limite double », tout en marquant son dos. Des runes dorées brillent intensément sur le dos du jeune homme. Cela scelle l'activation de la technique. Elle explique qu'elle a utilisé un sort de respiration aquatique sur lui. Il n'a donc pas besoin de retenir son souffle à l'intérieur. Le cercle unique brille autour du réservoir de fluide vert. Le jeune homme commence à entrer dans l'eau magique pour le rituel. Elle avoue qu'elle est encore très préoccupée malgré tout. Il demande de ne pas trop réfléchir. Il garantit qu'il fait cela seulement pour son propre bien. Totalement immergé, il ferme les yeux tandis que les bulles montent autour de lui. Flottant dans le réservoir, il se répète que ce choix est purement personnel. L'énergie dans le fluide forme un tourbillon vert, brillant et puissant. Tout à coup, ses yeux brillent d'un vert intense. Il sursaute. Il est choqué de voir son propre corps dans le réservoir. Ne comprenant rien, il se demande si son âme vient de quitter son corps. Devant lui, une projection holographique détaille le corps humain et plusieurs organes flottaient. Il est confus par ce qu'il voit. En remarquant les pièces éparpillées, il réalise que le défi sera de les assembler. Va-t-il vraiment devoir assembler tout cela lui-même? Il est bien tendu. Même s'il est un vétéran, il n'a jamais fait de chirurgie auparavant. Rester immobile ne résout rien. Il doit agir avant que le temps ne s'écoule. Il décide d'intégrer le deuxième cœur pour maintenir la circulation. Il se concentre sur sa survie. Prêt, c'est fait. Il complète la connexion et le cœur brille intensément. Maintenant viennent les systèmes nerveux, digestifs, respiratoires et les organes de renforcement squelettique tubulaire. Pas mal. Il voit même qu'il a un ensemble de carapaces noires disponibles dans le système. L'armure complète apparaît, brillante dans l'hologramme. Le chronomètre marque enfin 0 secondes. La procédure est terminée. Le temps s'arrête et ses attributs augmentent. Il obtient une armure divine et active la lignée Titan. Mais il se plaint qu'il voulait encore vérifier le système. Le jeune flotte dans le liquide vert. La jeune femme observe le succès de la magie. Elle est impressionnée. Elle confesse qu'elle ne s'attendait pas à de si bons résultats de cette nouvelle formation. En observant le jeune homme submergé, elle conclut que ce barbare a vraiment eu de la chance. Des coups forts résonnent à la porte, interrompant le silence de l'endroit. La jeune femme se met en alerte. Elle trouve le bruit étrange. Elle se demande s'il y a vraiment quelqu'un là. Quelqu'un frappe fort à la porte, brisant le silence du lieu. L'homme au monocle présente ses excuses au Lord Araignée. Il explique qu'il y a eu une erreur dans l'inventaire récent. Elle avertit que le Lord est en pleine expérience. En remarquant que les sceaux arcanes détectent plusieurs personnes, elle décide de renforcer la sécurité. Elle active la protection de scellement. Plusieurs vignes magiques surgissent pour bloquer l'entrée. Elle commence une invocation instantanée de faction. Elle appelle un monstre de niveau 1 pour l'aider. Un portail bleu brillant apparaît devant elle. Un son constant émet pendant que la magie se stabilise. La lumière s'intensifie au centre du cercle magique. Cela prépare l'arrivée de ce qui a été convoqué. Elle remercie ceux qui répondent à l'appel. Elle demande de l'aide pour récupérer sa mana. La lumière brille fort sur sa poitrine. La magie commence à rouler pour de vrai. Quelqu'un appelle son maître. On l'avertit que le sujet est sérieux. Ils doivent parler face à face maintenant. Elle se concentre. Elle invoque des monstres de tiers 2, 3 et 4. Un ours polaire géant, un guerrier de glace et un loup mystique apparaissent, prêts pour le combat. Will, les anneaux de lumière brillent autour des bêtes. Cela indique que le rituel d'invocation continue. Elle active une magie de 5e cercle pour invoquer un allié planétaire. Cela renforce son armée. Un ange en cuir émerge d'un cercle doré. Il émane une lumière divine dans tout le lieu. L'entité se nomme Gabrielle. Elle fixe le champ avec un regard imposant et céleste. Gabrielle jure fidélité. Elle dit qu'elle combattra pour sa maîtresse de toutes ses forces. De nouveaux alliés apparaissent, un ours avec des lunettes, un géant bleu et un loup électrique. L'homme au chapeau ordonne à Blue et Gougou de détruire la porte. Les deux avancent dans la dispute. Un des brutes heurte la porte.
Il détruit l'entrée d'un coup puissant. Les envahisseurs sont projetés loin par une onde d'énergie dorée. Alors qu'il crie de douleur, l'un des brutes vole dans les airs. Il maudit la magie maudite qui l'a frappé. Le chef, portant un chapeau et un monocle, devient furieux. Il ordonne à ses hommes de forcer l'ouverture de la porte, coûte que coûte. Le groupe se prépare avec des haches et des armes. Ils sont prêts à obéir et à envahir le lieu quoi qu'il arrive. Les hommes attaquent la fenêtre de toute leur force. Ils utilisent des haches et des objets pour essayer d'entrer. Le verre se fissure, mais les plantes magiques soutiennent les éclats. Elles empêchent l'invasion. Une femme ailée apparaît. Elle dit qu'elle a enfin été invoquée. Lady Antonia lui a ordonné de s'occuper de la jeune fille. La jeune femme demande à Gabriella de s'arrêter. Mais l'entité prévient que son père est mal en point. Elle demande à prévenir la mère. Gabriella accepte la mission, le regard ferme. Elle dit qu'elle a compris ce qu'elle doit faire. Avec un fracas, les envahisseurs brisent tout. Ils envahissent le lieu en utilisant des haches. Un groupe armé avance, dirigé par un homme au chapeau qui commande l'invasion. Le chef est figé de peur en voyant la femme ailée et de nombreuses bêtes magiques protégeant la jeune fille. Il est en état de choc et commence à transpirer. Il ne comprend pas d'où viennent toutes ces créatures. Devraient-elles n'être que deux? Sans laisser de temps à la réaction, la femme ailée et les bêtes blanches chargent dans une attaque féroce. La panique s'installe et le chef crie désespérément à ses hommes d'essayer de retenir ces bêtes, quoi qu'il arrive. Offensé, l'ours aux lunettes attaque l'un des envahisseurs. Il rugit, demandant qui il appelle bête. Le géant bleu attaque de toutes ses forces. Les hommes ne peuvent que crier de terreur, tandis qu'ils sont projetés de toutes parts. Le chef à la moustache crie à tout le monde de courir et de sauver leur vie. Tout de suite, un loup blanc brillant apparaît, en grognant. Il bloque le chemin, empêchant la fuite du chef. Mort de peur, il essaye de calmer la bête. Il l'appelle bon petit chien et implore de ne pas être mordu, promettant des friandises délicieuses. Le loup blanc pousse un aboiement féroce. Il montre ses crocs et ses yeux brillants. Le loup attaque et mord le chef à la moustache. Il entre en choc à la force du coup. L'ange comprend pourquoi elle n'a pas été appelée plus tôt. Pendant ce temps, l'autre lui demande de prendre le combat au sérieux. L'ange se plaint que sa sœur a été enlevée par un barbare. Cela laisse le compagnon sans rien comprendre. Elle est totalement surprise de voir l'état du jeune homme. L'elfe est choqué que l'ange ait utilisé le sang noble dans un rituel pour le barbare. Et elle remet en question leur relation. L'ange demande le silence, disant que ce n'est pas ce qu'elle pense. Avec un regard sérieux, la femme commence à révéler qui il est vraiment. Elle dit qu'il est un ami très important. Pendant qu'il flotte dans ce liquide vert, avec un regard serein, elle demande à Alvin de se réveiller. Ouah! Soudain, un cri de douleur résonne, venant de quelque part dans la maison. Effrayée, elle se retourne au moment et demande ce qui s'est passé. En arrivant sur les lieux, tout le monde est complètement choqué par ce qu'il voit. Plusieurs corps sont au sol, avec une fumée noire s'élevant d'eux. C'est une malédiction. L'ange dit que c'était un sort létal, jeté auparavant. Souhaitant échapper à ce massacre, une figure mystérieuse apparaît et dit qu'il n'a pas vu sa vieille camarade de classe depuis longtemps. La blonde est complètement choquée en voyant qui est devant elle. Elle reconnaît l'homme encapuchonné et demande s'il est vraiment Kayan Paulos. Elle affirme que sa présence prouve que la faction des nécromanciens a trahi la famille royale. Il retire sa capuche en riant et dit que c'est juste une réunion d'anciens camarades. Ne comprenant pas pourquoi il parle de trahison, l'allié prévient Freya de rester vigilante. Il sent déjà qu'une aura maléfique est proche. Kayan se moque, demandant pourquoi elle souhaite exposer la vérité, puisqu'il n'aime même pas se battre face à face. Un squelette géant et sombre surgit de la magie noire, prêt pour le combat. Freya est choquée en réalisant qu'il est devenu un maître spirituel de niveau 2 de la faction nécromante. Kayan confirme et lui demande si elle sait combien une personne d'origine humble doit sacrifier pour obtenir un tel pouvoir. Il prévient qu'il va montrer la réponse à travers ses actions, tout en préparant un talisman imprégné d'énergie sombre. Le talisman explose, libérant une vague d'énergie rouge et noire dévastatrice. Avec un regard fou, il crie que la réponse à son sacrifice est tout. L'épée sacrée est invoquée avec un éclat intense. La contre-offensive commence maintenant. La guerrière ailée ordonne à tous de protéger la princesse. Le danger est réel. Les bêtes rugissent avec fureur, prêtes à attaquer. Personne n'échappera à cela. Le monstre bleu s'agite alors que le combat s'intensifie. Qui sortira vainqueur? Le roux lâche un rire moqueur pendant que les bêtes s'affrontent au milieu du chaos. Tout à coup, une explosion d'énergie violette et blanche touche tout avec un impact énorme. La force du coup est si grande, qui projette les créatures au loin. Au milieu de la fumée, la guerrière ailée atterrit, son épée à la main. Elle garde un total focus sur la bataille. Gabrielle regarde fermement et dit à Freya de ne pas avoir peur. Elle promet qu'elle va la protéger quoi qu'il arrive. L'ours en lunettes et le loup blanc sont tombés au sol, très épuisés après l'impact. Freya désespère et crie pour qu'il s'arrête.
Ils sont encore physiques et pourraient mourir. L'onde de choc disparaît enfin. Gabriel ordonne à sa maîtresse de regarder ce qu'il reste dans la fumée. Elle écarquille les yeux complètement surprise et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Au milieu de la fumée apparaît le garde de fer du sous-monde. Une armure géante et sinistre. Freya se demande si Kayan a vraiment eu le courage de brûler l'âme de toutes ces personnes. Seyan répond que ce n'étaient que des bandits. Il demande si la princesse a pitié de simples pêcheurs. Freya rétorque que les actes de cruauté, motivés par des raisons sinistres, restent cruels, même si les victimes sont de mauvaises personnes. Seyan sourit avec mépris. Il dit que, comme prévu d'un ange, ses mots sont brillants et pleins de justice. Il demande simplement « Et alors ? Et alors ?» Tout en manipulant une énergie mauve sinistre à côté de cette armure géante. Avec un regard cruel, Seyan donne l'ordre final. Attaquer. L'armure géante charge avec un rugissement bizarre, prête à tout écraser. Gabriel demande une couverture et avance, tandis que Freya crie son nom, inquiète. L'impact est lourd. L'épée de Gabriel s'entrechoque avec l'arme du monstre. La créature brille avec une énergie mauve sinistre, maintenant la pression dans l'attaque. Waouh! Gabriel écarquille les yeux, surprise par ce qui est sur le point de se passer. Freya se place devant, avec un bouclier doré, et prévient qu'il est maintenant temps pour elle de protéger son amie. Gabriel la remercie pour son soutien et donne un coup puissant, projetant l'armure au loin. Avec ce mort-vivant sur leur chemin, il est impossible d'atteindre Kayan. Cette bataille ne se terminera pas de sitôt. Car Kayan se moque de la lignée royale. Il dit que la princesse n'utilise pas bien tout ce pouvoir enviable qu'elle possède. Il cherche le barbare et provoque, demandant s'il a fui, abandonnant la charmante princesse seule. Elle crie désespérément « Ivan, réveille-toi vite et reviens au combat ». Elle prévient que, si rien ne change, elle n'aura d'autre choix que d'agir. Kayan rit, il se souvient d'un détail amusant, il demande si le barbare passe par le rituel secret réel maintenant. Pendant que le mur se fissure, il se moque de la générosité et de l'amour de la princesse. Un énorme bruit retentit. Un bras puissant traverse la structure avec force. L'homme à la peau pâle, marqué sur le visage, est choqué par ce qu'il voit. Une main saisit son visage et il crie, demandant qui c'est. Maman, 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 maman. La femme blonde crie pour Ivan, semblant très soulagée au milieu de la vapeur. Une masse verte émerge. L'ordre de transformer cela en mort-vivant est donné. Ivan ordonne d'arrêter et immobilise l'homme qui se rend immédiatement et implore de ne pas être tué. L'homme aux cheveux rouges crie désespérément pour que tout le monde arrête le combat immédiatement. L'ordre d'arrêter l'attaque résonne. Le monstre en armure pousse un rugissement sinistre. La guerrière blonde est paralysée de peur, en voyant l'énorme épée juste devant son visage. Oh! Eva saisit l'homme par le col et demande ce qu'est cet objet dans sa main. L'homme explique que cet objet contrôle la marionnette à distance et implore d'être relâché, maintenant que le combat est arrêté. Le pas lourd de l'armure fait vibrer le sol. Le monstre aux yeux violets apparaît et laisse la guerrière sous le choc. Ivan est confus et demande ce qui se passe, étant donné que cela aurait dû s'arrêter. Gara panique parce que la marionnette n'obéit plus. Il craint que son maître ne le sacrifie juste pour tuer la princesse. Le monstre pousse un rugissement étrange. Comme la marionnette ne pense pas par elle-même, quelqu'un d'autorité supérieure doit donner les ordres maintenant. Ivan réalise que le véritable coupable arrive. Il décide qu'il doit mettre fin à ce combat au plus vite. Ivan jette l'ennemi loin et l'homme ne peut que crier de peur. Un éclair intense envahit tout après l'impact brutal. Ivan s'avance vers le monstre et ordonne qu'il s'arrête immédiatement. Le monstre ignore cela et pousse un rugissement bizarre, rempli de fureur. Le chevalier squelettique en armure sombre fonce avec force, lançant des attaques rapides, entouré d'une énergie violette sinistre. Les lames jumelles du monstre fendent l'air à une vitesse incroyable. Désespérée, la jeune femme crie à Ivan de faire attention au danger imminent. Ivan reste ferme et bloque les coups lourds avec une précision impressionnante. Il encaisse un coup puissant, résistant à la pression de l'énergie qui explose. Autour de lui, il dit la vérité. Il a aussi une armure invisible. Ses écailles mystiques sur son visage ont surpris un adversaire. Poussant un cri d'effort, Ivan soulève le monstre blindé comme si de rien n'était. Il enterre le chevalier dans le sol avec un impact sinistre qui détruit tout autour. Le chevalier violet reste simplement enseveli sous les décombres après l'impact brutal. Ivan nettoie ses mains, serein, montrant que l'effort a été minime. L'homme aux cheveux roux demande à Ivan s'il a quelque chose à dire après cette raclée. Il prévient de ne pas célébrer, car dans une demi-heure, son maître arrive. En Flandre, le guerrier en armure rouge et capuche entre dans la bataille avec un regard perçant. Il annonce qu'il sera maintenant l'adversaire. Les bêtes lupines sont jetées au sol avec force, essayant de résister à l'impact du coup. Si un jour est à bout, ses bras tremblent et ses jambes ne répondent plus alors qu'il tente de se défendre. Jusqu'à ce qu'il semble avoir atteint son épuisement total, à peine capable de rester debout dans le combat.
Les bêtes part à l'attaque, prêt à porter le coup fatal. Il a donné tout son sang dans les entraînements, mais il sent que ce n'est pas encore assez pour devenir vraiment fort. Coincé et sans force, il accepte son destin et admet que tout est terminé. Mais tout à coup, une traînée d'énergie orange fend l'air à grande vitesse. La silhouette en armure orange apparaît tel un éclair, découpant les monstres d'un coup flamboyant. Le jeune blessé reste sous le choc, ne comprenant pas qui est cette nouvelle alliée apparue de nulle part. Le bout de l'armure touche le sol avec fermeté, couvert du sang des ennemis abattus. La guerrière guêpe se prépare pour le prochain mouvement, dégageant une énergie orange intimidante. L'impact est brutal, générant une explosion de flammes qui consomme tout autour. La guerrière en orange projette le monstre loin avec un coup dévastateur. Le jeune blessé n'en croit pas ses yeux. Elle a anéanti le loup-garou en un clin d'œil. Tombé et confus, le jeune homme fixe la silhouette et demande qui elle est vraiment. Le regard de ce masque orange brille d'un vert sinistre en observant tout. La silhouette avance avec une force brutale, laissant les survivants sous le choc. Le jeune ensanglanté n'arrive pas à croire qu'un monstre l'ait sauvé et se demande même s'il est déjà mort. Probablement pas, dit la voix, tandis que la lumière brille entre les colonnes du grand hall. Le loup attaque avec une aura bleue sinistre, et le gars doit être rapide pour esquiver. Le jeune reconnaît que c'est sans aucun doute le boss le plus fort qu'il ait affronté jusqu'à présent. Le monstre est intelligent et évite tous les pièges tout en attaquant. Son odorat et son intelligence ne sont pas mal du tout. Il remarque que, comme le loup est concentré, il ne marche pas sur les mécanismes. L'attention de la bête est entièrement focalisée là-dessus. Le protagoniste charge avec une vague de feu. Il profite que le loup est distrait par les pièges. Le monstre ne recule pas. Il montre les dents, ses yeux brillent d'un bleu sinistre, prêt pour le choc. L'impact génère une explosion d'énergie incroyable. Tout autour vole en éclats. Un nuage de poussière et de fumée couvre le reste du décor. Après ce coup puissant, le monstre dit qu'il est bon d'être prudent avec les pièges, mais que cela ne suffit pas. Le héros riposte, disant que les pièges ne sont pas la seule chose dangereuse dans cet endroit. Avec un regard déterminé, il se concentre pendant que la traînée de feu fend l'air. Il lâche son attaque et appelle le dragon destructeur de cœur, faisant tout exploser en flammes. La créature pousse un dernier rugissement alors qu'elle est frappée de plein fouet, le sang gicle partout. Au milieu des flammes, le jeune reste là, debout, faisant face au monstre qui est enfin tombé. Dans le feu, il pousse un soupir de soulagement. Avec le portail et le boss hors de combat, il ne reste plus qu'à terminer les monstres restants. Tout cela va finir bientôt. La bataille reste intense. Des monstres volants attaquent. Les soldats font tout pour contenir l'avancée des bêtes. Ils frappent à la porte, appelant le directeur de la filiale, avertissant que le central est après lui. Il ne répond rien et l'inquiétude augmente. Sans réponse, l'ordre est d'entrer dans la salle d'un coup. Elle hésite à entrer sans permission, mais son collègue lui dit de se confronter à la réalité et d'entrer. Elle entre doucement, s'identifiant comme étant de la surveillance et appelant le directeur de la filiale. Un homme ignore sa présence tout en maintenant une cigarette à la bouche. Il pense que le chef a dépassé les limites. Mais comme il n'y a pas eu de victime, peut-être que demander sa démission règle le problème. Un cri perçant résonne dans le lieu, laissant l'homme complètement choqué. Un homme fait irruption dans la salle, voulant savoir ce qui se passe, et trouve sa collègue par terre, choquée, balbutiant à propos du directeur de la filiale. La scène est lourde. Le directeur est là, assis et immobile, avec du sang coulant de sa bouche. Il n'y a plus d'issue, il est mort.